Ok, bon, bah, je pense qu'on va commencer. Donc, du coup, chers étudiants, on a la chance d'accueillir Monsieur Tremblot Antoine, qui est directeur général chez Sport Marks et qui avant était le fondateur et le directeur de sa propre agence de design, c'est ça, Oui. euh, design sportif, qui s'appelait tout simplement Leroy Tremblot. Donc, Monsieur Tremblot, je vous invite à vous présenter dans un premier temps et après, au fil de la discussion, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet, notamment concernant votre métier, ce que vous avez pu accomplir par le passé, ce que vous faites aujourd'hui. Et ensuite, on va faire un focus sur le sponsoring. Ça vous va? D'accord. Oui, super, très bien. D'accord. Je laisse Euh, la main ben, alors. d'abord, merci de me donner la parole et de me donner accès à votre école, à votre tribune. Euh, donc, pour vous dire un petit peu qui je suis, donc j'ai une formation de designer. J'ai fait une école qui s'appelle Penningen. J'ai une formation de designer transversal et j'ai toujours été intéressé par l'univers de la marque. Au début, mon activité était recentrée sur ce qu'on appelle le design commercial, l'architecture commerciale. J'habillais des magasins franchisés et j'accompagnais les enseignes de franchise dans l'expression de la marque au-delà du logo, c'est-à-dire dans les aspérités de lieux, de sites, ce qu'on appelle le retail aujourd'hui. Et puis, cet univers, je l'ai trouvé très concurrentiel. C'était très compliqué d'obtenir des marchés parce que j'étais une jeune agence et que j'ai monté mon entreprise très tôt et très vite. Je serais presque tenté de dire trop tôt et trop vite. Et donc, je n'ai jamais eu l'expérience de ce que c'était que de travailler en agence. J'ai D'accord. pratiquement pas eu de patron. J'ai travaillé 12 mois sur deux patrons différents après être sorti de l'école. Et j'ai monté ma boîte donc à moins de 25 ans, ce qui était pas très raisonnable. Et donc ça m'a obligé à improviser sur tous les sujets qui font un chef d'entreprise, le commercial, le juridique, tout ce qui touche autour du métier que j'avais appris. Et je me suis retrouvé dans un univers très concurrentiel sur lequel j'avais contre moi des agences beaucoup plus structurées, beaucoup plus organisées, beaucoup plus matures. Et j'ai essayé de voir sur quel territoire je pouvais potentiellement me démarquer et essayer de me différencier sur le marché des agences de design. Et indépendamment de mon métier, j'étais passionné par le sport et je me suis dit qu'il y avait possibilité d'accompagner potentiellement les acteurs du monde du sport sur l'expression, les problématiques d'expression de la marque dans cet environnement qui devenait de plus en plus concurrentiel, qui devait de plus en plus coûteux et qui brassait de plus en plus d'argent. Mhm. Et quand on brasse beaucoup plus d'argent, on devient de plus en plus exigeant et on est attente d'un retour ou d'une expertise. Et donc, je me suis positionné comme expert dans l'univers du sport et j'ai attaqué cet univers en essayant de cibler ce qu'il y avait de plus petit et de plus modeste. Je me suis attaqué à la Formule 1 et D'accord. j'ai, mon premier contrat a été signé avec une écurie de Formule 1 qui a été convaincue de mon positionnement et de ma stratégie. Et j'ai accompagné une écurie qui s'appelait à l'époque l'écurie Larousse. Ce que j'ai fait, a été remarqué par d'autres écuries, en l'occurrence Ligier, et surtout par d'autres partenaires et des gens comme Elf, comme Gitane, comme Michelin, qui étaient les acteurs du monde du sport mécanique, qui m'ont interrogé sur d'autres problématiques. Et la magie du sponsoring, c'est que vous avez plusieurs sponsors autour d'une écurie, et quand vous faites à peu près bien et proprement votre boulot, ça peut rayonner très vite et très facilement. D'accord. Et c'est en tout cas comme ça que je l'avais identifié, et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et donc, le message que je délivrais, les services que je proposais ont intéressé parce qu'en fait, c'était totalement nouveau, c'était totalement marginal et ça allait dans le sens du sponsoring et de son développement. Et puis, donc j'ai développé mon activité dans les sports mécaniques.
désireux de ne pas vouloir être assimilé à un expert en sport mécanique, j'ai fait en sorte de me démarquer et de sortir des sports mécaniques pour aller notamment vers le football, vers le cyclisme, vers la voile, vers d'autres disciplines, pour en 96 décider de ne plus avoir de clients classiques et d'être la première agence de design entièrement dédiée à l'univers du sport. Ok, Et c'est comme ça que je me suis positionné. Donc au début, on a accompagné pas mal d'annonceurs, pas mal d'équipes. On a dessiné pas mal de livrets sponsoring, que ce soit dans le domaine du cyclisme, de la voile, de l'automobile et de la moto, que ce soit dans l'univers du rallye ou de la piste. Et pour, en fait, petit à petit, s'orienter vers quelque chose que j'avais identifié comme étant euh, plus rémunérateur, avec des problématiques et des enjeux beaucoup plus importants, qui était le domaine de l'événementiel, et d'aller chercher les organisateurs d'événements et de les accompagner exactement sur les mêmes problématiques, mais en essayant de faire en sorte de leur proposer des solutions pour rendre plus efficace la visibilité de leurs partenaires, plus cohérent leur prise de parole, plus harmonieuse et plus désirable l'identité de leurs événements. Et de ce fait, on a travaillé avec beaucoup de fédérations sur des événements d'accord. nationaux comme les coupes, les championnats, des choses comme ça, mais aussi des événements internationaux qu'on organise en France, comme Roland-Garros, le Tour de France, les 24 heures du Mans. Et au définitif, on a à l'agence travaillé sur une vingtaine de disciplines sportives. On a accompagné plus de 60 événements sportifs. Quand je dis des événements, le Tour de France, c'est un Un événement, événement, mais on a accompagné 18 éditions du Tour de France. Donc, d'accord. quand vous voyez 60 événements, c'est la Grande Odyssée, le Tour de France, les 24 heures du Mans, le tournoi de Monte-Carlo. Voilà, il y en a une soixantaine dans une vingtaine de disciplines sportives. Donc, ça fait un bagage, ça fait une expérience. Et c'est un petit peu ça que les gens venaient chercher chez nous, parce qu'en fait, on travaillait en transversalité, c'est-à-dire qu'en fait, on s'était rendu compte que les sports fonctionnaient, les organisateurs d'événements travaillaient énormément en chapelle et en silo, c'est-à-dire quand D'accord. le rugby copiait ce que se faisait dans le rugby, s'inspirait de ce qui se faisait dans le rugby, mais n'avait aucune culture de ce qui se passait dans le handball, la voile, l'automobile, etc. Et il y avait pourtant des solutions qui leur étaient tout à fait applicables. Et donc, nous, on a contribué à créer des brassages culturels et à avoir une réflexion sur ce qui était bon pour l'annonceur, bon pour l'organisateur d'événements, sans se préoccuper de ses spécialités et en essayant de créer des passerelles. Donc, ça a été mon métier pendant 35 ans. Et D'accord. puis, il y a de cela en 2017, donc 5 ans, je me suis rendu compte que si je voulais tirer parti un petit peu de tout ce que j'avais créé, il faudrait que je vende un petit peu, il fallait que je vende mon entreprise et que je puisse accompagner l'acquéreur pendant un certain nombre d'années pour lui expliquer mon métier, le fonctionnement, le mode d'emploi, un petit peu de notre activité. C'est ce que j'ai fait et jusqu'en 2020, date à laquelle j'ai commencé à me consacrer à la formation et à l'enseignement dans le but euh, Partager, d'accompagner transmettre. les jeunes et Ouais. puis de leur faire partager mon expérience au travers de différents organismes. Donc, j'enseigne dans plusieurs écoles, des écoles de design, parce que mon métier d'origine, c'est le Le design. Et design. même si j'ai travaillé dans le sport, l'activité était quand même reconnue très largement dans les agences de design. Et puis, dans le sport, par l'expertise que j'ai pu avoir et cette vision transversale que j'ai eue dans l'univers du marketing sportif. OK, d'accord et du coup, concrètement, quel est le travail d'une agence de design sportif? En fait, parce que vous avez parlé de sponsoring, mais j'imagine que ça va peut-être plus loin. Vous cherchez peut-être à donner une identité singulière à une marque. Donc qu'est-ce que vous faites concrètement, sur le terrain auprès des marques avec qui vous travaillez? Enfin, auprès des marques avec lesquelles vous avez travaillé, quand vous étiez en Alors, agence?
on avait, notre marché se divisait en deux grandes parties. Il y avait tout ce qui relevait des annonceurs, Mhm. donc on travaillait pour les marques, et notre objectif était de les rendre plus visibles et D'accord. surtout plus désirables. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait en sorte de mettre en scène la marque commerciale en qualité de partenaire de façon séduisante pour générer ce qu'on appelle de la préférence de marque. Et ça n'était pas forcément pour travailler sur la notoriété de la marque, mais aujourd'hui, le sponsoring ne se préoccupe pas ou plus ou en tout cas beaucoup moins de la notoriété, mais il s'occupe de la préférence de marque. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif du sponsoring, c'est de créer le doute dans l'esprit du consommateur pour essayer de déranger ses habitudes et le fait de remonter dans sa mémoire inconsciente pour potentiellement être mis en concurrence avec ses réflexes naturels. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes client de LCL, vous avez un besoin d'un crédit auto, vous êtes passionné de tennis, et ben, l'idée c'est que vous alliez voir LCL, mais que potentiellement vous allez solliciter BNP Paribas parce que c'est une banque qui va venir dans votre inconscient disant, et pourquoi vous n'avez pas forcément la démarche de savoir pourquoi vous allez la chercher. Mhm. L'idée du sponsoring, c'est de pilonner suffisamment et suffisamment bien et suffisamment qualitativement les passionnés, les supporters et les fans de tennis pour D'accord. être sollicités et arriver dans un top 3 des marques Mhm. qui arrivent. Donc ça, c'est le travail qu'on avait pour les marques. Et donc, notre travail était de les rendre plus visibles, plus efficaces, travailler sur leur charte pour appliquer la marque de façon qualitative et harmonieuse. Dans le cadre d'événements de marque, on a accompagné, par exemple, Rolex sur l'identité des 25 événements naming qui portent leur nom. D'accord. Donc, ça relève de l'univers de la marque. Et puis, pour un deuxième segment et deuxième pan de notre activité, les détenteurs de droits, pour lequel l'idée était de délivrer et de transformer la marque d'un événement, l'identité d'un événement en identité de marque. D'autres l'ont fait avant nous, mais l'idée, c'était de donner aux événements tous les attributs d'une marque et de faire en sorte qu'il se différencie et qu'il se comporte comme une marque et qu'on adhère à cette marque. Donc, Roland Garros a dépassé depuis longtemps le statut de tournoi de tennis pour être une véritable marque génératrice de plus-value, de marque véhiculant une dimension qualitative, véhiculant une image en relation avec le parisianisme et une image très, très parisienne, très haut de gamme, très people, et donc tout le tournoi, donc c'est lié à son identité, mais c'est lié à son apparence, à sa médiatisation, à la façon dont les marques sont gérées sur le court, à son territoire identitaire, à sa signalétique, à sa façon de se présenter sur le site Internet, à sa façon de communiquer, au fait d'utiliser des artistes peintres pour assurer la création des affiches. Tout ça contribue à l'identité et à l'image de Roland Garros. Donc, on a travaillé pour Roland Garros. C'est pas nous qui sommes responsables de tout ce que je vous ai dit. Tout s'est fait petit à petit avec le D'accord. temps. Mais nos interventions dans le domaine des événements ont été aller dans ce sens. Et donc, des beaux événements qu'on ait pu accompagner. Ça a été l'Euro 2016 et l'Euro 2020 dans tout le système graphique, identitaire, qui tend à créer une expérience événementielle unique, de grande qualité, qui fait que quand on regarde un match de football et une rencontre de la Coupe d'Europe des Nations de l'UEFA, c'est pas le même niveau de rencontre que quand on regarde un match de la Champions League. C'est pas le même niveau de rencontre que quand on regarde un match de Ligue 1 ni de Ligue 2 ou de Bundesliga ou d'autres choses. Tous D'accord. ces organismes et tous ces événements tendent à avoir leur propre identité
pour proposer leur propre façon de scénariser l'événement en le mettant en scène graphiquement, identitairement. Et c'est donc ça notre métier. Et c'est de générer là aussi de la préférence de marque auprès des annonceurs, auprès des partenaires, auprès des chaînes de télé, créer de la télégénie, créer de l'expérience événementielle pour attirer un public nouveau, pour inciter le public à fréquenter encore plus les événements ou à les regarder par écran interposé ou aller sur les sites et à véhiculer une image qui soit désirable, qualitative, prestigieuse et qui aille dans le sens de ses valeurs pour le détenteur de droit. Donc voilà en résumé l'activité du designer et ça va du logo jusqu'à la petite cuillère. Pour vous donner un exemple, on a travaillé pour Citroën Racing, donc on a travaillé sur l'habillage des voitures, mais ça a été aussi les espaces réceptifs jusqu'à dessiner les serviettes, les assiettes des invités, etc., Le moindre logotisé détail, quoi. le moindre détail qui a son importance de façon à créer une identité et une cohérence d'ensemble sur l'ensemble des prises de parole du support, du sujet ou des détenteur de droit. D'accord. Mais donc du coup, vous êtes force de proposition, c'est ça, auprès des différents acteurs. J'imagine qu'il y a quand même des contraintes et j'imagine qu'ils vous communiquent une forme de cahier des charges et des choses à respecter ou Bien alors vous sûr. soumettez vos idées et ensuite, eux les Ah valident? non, non, alors on soumet nos idées, mais dans le cadre d'un cahier des charges qui est très D'accord, précis. Et que on va même qu'on souhaite souvent compléter parce qu'en fait la particularité de notre métier c'est qu'on n'est pas nombreux à le faire et l'autre particularité c'est que nos interlocuteurs n'ont pas souvent l'occasion de tout remettre à plat, donc ils peuvent avoir des compétences sur le plan du logo, de l'identité visuelle et de la communication classique, mais quand on parle de vaisselle, de fauteuil, de oui, oui. mobilier, etc., ils sont un petit peu plus largués et il faut assurer, et ça fait partie de la formation du designer, de savoir accompagner donc son client sur l'ensemble des problématiques pour délivrer des prestations de qualité. D'accord et globalement, dans le milieu du sport, on sait que c'est un milieu et un marché qui est assez particulier. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières, peut-être vous pouvez en faire un parallèle entre le milieu du sport et d'autres milieux dans lesquels vous avez peut-être évolué, au début de votre carrière? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières qui sont liées au milieu du sport? Alors, le sport, c'est un univers qui a cette particularité, c'est d'avoir une mécanique à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous travaillez dans un univers classique, la marque est en contact avec son client et le client a toujours, on va dire, le choix de sa relation avec son produit. Je prends un exemple, vous voulez acheter une voiture, il vous revient le choix de regarder des publicités sur l'automobile, d'aller dans des concessions, d'en sortir et de gérer complètement le temps dont vous disposez entre ce que vous avez, ce que votre emploi du temps vous donne et la relation que vous voulez avec le lieu. Si vous avez envie de rester une demi-heure, vous restez une demi-heure. Si vous restez bon, et vous êtes seul en relation avec cette marque et cette marque s'exprime dans un univers dans lequel elle est seule. Le sport, la problématique, c'est qu'en fait, la marque n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée. C'est-à-dire qu'un événement est toujours accompagné de son ou de ses partenaires. La deuxième problématique, c'est qu'en fait, l'univers du sport, quand il s'exprime sur son territoire, l'action, la dimension affective qui fait que vous pouvez potentiellement percevoir subrepticement une marque, la marque n'est jamais l'objet du sport. L'objet du sport, c'est la performance sportive, c'est le spectacle sportif. La marque est la conséquence du sport. C'est pas son origine. Quand vous regardez une pub, vous regardez un magazine, il y a une pub, c'est une pub. L'objectif, c'est de faire de la pub. C'est pas alors que le sport, vous regardez du sport et la marque, elle se situe. Il y a des pubs, hein, évidemment, dans les journaux de sport, mais il y a des marques qui sont en arrière sur les supports, etc., disséminées dans différents endroits et qui vous impactent plus ou moins et qui ont plus ou moins de sens. D'où l'idée que le sponsoring est toujours relayé après par de la publicité et que le sponsoring seul, ça fonctionne pas. Il faut toujours que le sponsoring fasse
soit l'objet d'une stratégie à plusieurs leviers dans lequel il est un des éléments et pour lequel donc le sponsoring génère une activation au travers d'un certain nombre d'autres opérations connexes qui font écho à cet engagement. Donc, et puis donc la particularité, c'est que le sport, vous n'avez pas cette relation en direct. Alors vous l'avez quand vous êtes dans un stade, mais majoritairement vous regardez ou vous consommez le sport au travers d'un écran interposé, dont vous dépendez d'un réalisateur qui, s'il a décidé de quitter l'écran et que parce que vous aviez vous un intérêt pour un athlète et qu'il en filme un autre, et ben vous pouvez pas suivre la personne que vous voulez. Donc vous subissez les conséquences d'un. Donc, il faut que les marques soient très fortes, il faut être très percutant. Vous avez très peu de temps pour agir et vous avez un temps extrêmement réduit et vous n'êtes jamais seul, c'est-à-dire que la marque n'est jamais seule. Elle est dans un environnement où elle est accompagnée généralement de la marque de l'événement et d'autres marques sponsors qui peuvent potentiellement la cannibaliser ou la vampiriser, comme on aime à le dire dans notre métier. D'accord. Et comment on peut mesurer l'impact du sponsoring en fait, sur une marque ou sur un événement? Comment ça se mesure? Est-ce que c'est une mesure qui va se faire au niveau financier ou c'est plus de la popularité ou enfin je trouve que c'est quelque chose qui dans la tête des gens de manière générale qui est compliqué, qu'on n'arrive pas à identifier. Alors, il y a une façon simple de mesurer, qui n'est pas forcément la plus économique, mais qui est assez, c'est de réaliser des études. Donc après ça, l'idée, c'est d'avoir un organisme d'études et de savoir exactement comment poser les questions, parce que vous pouvez faire des enquêtes et puis vous avez des études qui sont des études spontanées ou assistées. Je peux vous dire, je peux vous poser la question en disant, citez-moi les partenaires de Roland Garros. Et puis bah, là, on est dans le spontané. Bon. Et puis, si on est dans l'assisté, je vais vous dire, est-ce que vous connaissez une banque partenaire de Roland Garros? Là, je vais déjà vous guider par le mot banque. Banque, donc, c'est le premier mot de Banque nationale de Paris, BNP, Oui, donc BNP Paribas, et ça va remonter plus facilement chez vous. Donc, les études, elles peuvent être menées, elles sont souvent réalisées par les responsables de sponsoring, avec l'idée de vouloir leur faire dire un petit peu ce qu'on a envie de leur faire dire. C'est un petit peu le défaut des études, c'est que si on veut être très pessimiste, ben on peut faire des questions compliquées auxquelles le public ou les gens pour lesquels on fait des enquêtes auront du mal à répondre. Vous faites, par exemple, votre enquête sur Roland Garros, vous la faites dans la semaine qui suit le tournoi, vous allez avoir des retombées d'une qualité excellente. oui, Vous la faites au mois de décembre, ça va être plus compliqué. Donc, d'accord. et c'est normal. Donc, voilà comment potentiellement on peut tricher ou fausser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manipulation, hein, on ne fait pas de faux chiffres. On fait simplement son enquête dans une dimension en temps qui est favorable et d'autres où on est plutôt défavorable. Bon. Mais donc, il existe des études. L'idée, c'est qu'en fait, on peut mesurer plein de choses. On peut mesurer l'impact. Et il y a, nous, quand on travaillait sur, par exemple, la visibilité d'une marque à l'écran, comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut rendre une marque plus visible à l'écran? Les constats qu'on a fait, on rend une marque visible. Donc, on va imaginer une marque en action. Elle est loin de vous, elle est petite. Quand elle est très petite, on ne la distingue pas. Et quand elle devient à un moment perceptible. Donc, quand on prend cette action dans l'espace-temps, quand elle n'est pas visible, on ne la voit pas. Et il y a un temps donné à partir de laquelle on la voit jusqu'à un moment où elle quitte l'écran. Si on la rend plus facilement identifiable plus tôt, le temps va se rallonger. Ouais, Donc, avant que j'intervienne, on va dire qu'on a mesuré 2 secondes la visibilité de la marque. Après que j'ai travaillé dessus, on en mesurera 3 secondes sur exactement la même retransmission de la même action, etc. d'accord. Et donc, quand nous, on travaillait sur la visibilité des marques pour les rendre plus désirables,
on les aidait à se débarrasser de choses qui ne servaient à rien et à essayer d'aller sur l'essentiel on travaille sur l'efficacité. On a fait progresser des marques en termes de visibilité dans des proportions qui ont été mesurées par les marques. Ce n'est pas nous qui mesurions, mais c'était les marques qui voulaient vérifier notre travail et qui faisaient qu'on faisait progresser de 35%, 40%, 50% à investissement égal. Donc, des OK. progressions énormes. Oui, oui. Donc, voilà des exemples qui peuvent montrer ce qu'on fait. Après ça, on peut, vous savez, le taux de fréquentation, le taux d'écoute sont aussi des choses qui se mesurent. Et donc, la popularité d'un événement, c'est la montée en puissance de sa notoriété, de sa désirabilité auprès d'un public. Et quand vous avez tant de millions de téléspectateurs, alors il y a toujours l'affiche, il y a toujours, mais vous voyez globalement le nombre de téléspectateurs qui sont mesurés par les organismes de télévision et qui sont d'autres systèmes d'études et qui permettent de jauger, de savoir si un travail a été bon ou pas bon. Et généralement, ces études, elles sont présentées par les détenteurs de droits au moment de la signature ou en tout cas de la prospection des annonceurs pour les inviter à rejoindre les partenaires du détenteur de droit. OK, très bien. Et du coup, vous parliez vous l'avez répété à plusieurs reprises par rapport aux téléspectateurs et ce qu'on voit à l'écran. Est-ce que du coup, l'orientation de la visibilité d'une marque, elle est plus orientée, télévision ou plus, terrain ou c'est un mix des 2? Parce que j'imagine que c'est important de capter, l'attention du spectateur et du consommateur à la fois sur le terrain et à la fois celui qui va être derrière son écran en train de regarder. Mais est-ce qu'il y a une balance qui penche plus d'un côté que de l'autre, étant donné qu'il y a plus de gens derrière les écrans que sur le terrain? Alors, moi, C'est un je pratique, oui, oui, j'ai compris votre question. Moi, je pratique pas la langue de bois, mais je ne veux pas non plus je suis obligé d'avoir un certain esprit de réserve, d'accord, mais sachez que donc, nous avons travaillé avec des chaînes de télévision, avec des réalisateurs qui entendent avoir leur entière liberté de retransmission. C'est-à-dire que d'accord, le réalisateur, il est là pour filmer un spectacle sportif et il filme un spectacle sportif. Pour autant, sachez que les responsables marketing, donc ceux qui sont en relation avec les sponsors, qui ont fait signer les contrats, qui sont au courant des promesses, qui sont au courant oui, des attentes, occupent souvent le terrain dans les cars régie auprès des réalisateurs et leur passe le mot en disant écoute, ça serait bien de me faire un plan, on est en sous-exposition de telle marque, ça fait 10 minutes qu'on n'a pas vu telle marque là-dessus, si tu pouvais faire un plan, bon écoute, je te fais une transition, un truc, mais pas plus, machin, etc. C'est pas de ma faute. Et donc, il y a de temps en temps un rééquilibrage qui se fait et il y a une veille qui se fait parce que vous pouvez avoir aussi des marques qui prennent de l'espace publicitaire auprès de la chaîne et la chaîne qui passe dans l'oreillette du réalisateur de dire on a des pubs sur telle marque, sur la pause ou le changement de côté, ça serait bien que tu nous fasses un plan sur telle d'accord, marque. oui. Oui, D'accord. il y a plein Et de petits donc, facteurs comme ça il y qui a rentrent en compte. quelquefois des intérêts qui se font par la chaîne, parce qu'en fait, l'intérêt de la chaîne, quand elle a évidemment la retransmission d'un événement, et c'est tous les événements, hein, quand elle prend, quand une chaîne signe un contrat de retransmission et un contrat de diffuseur officiel, son objectif, c'est de rentabiliser ce contrat qu'elle paye fort cher avec des espaces publicitaires. Donc, la première chose, c'est qu'elle regarde le portefeuille de partenaires et qu'elle essaye de se dire auprès de qui elle va pouvoir essayer d'avoir des espaces. Les premiers acheteurs d'espaces publicitaires dans un événement, ce sont les annonceurs eux-mêmes pour créer le lien, le sens et faire de l'écho. Après ça, ça n'empêche pas d'autres marques de venir et justement de venir brouiller les messages, potentiellement des concurrents d'ailleurs potentiels,
qui viennent là. Donc, ça crée une espèce de concurrence, une émulation, et donc les marques partenaires disent, moi, je vous prends des pages, mais il faudra être attentif parce que l'année dernière, je trouve qu'on a été très insuffisamment, on a eu des retombées très mauvaises. Ah, mais vous avez quand même été bien. Non, 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 c'était très mauvais. Donc, je veux bien qu'on vous prenne de la pub, mais passez le mot aussi à votre réal. Alors, évidemment, vous avez toujours, comme dans la presse, des gens qui vous disent, oh là là, sacrilège, entre le commercial et le terrain, c'est totalement étanche. Tant que dans 85-90% des cas, oui, mais on connaît des cas où il y a eu des plans fixes un petit peu étranges quand même. D'accord. Bon, bah, c'est bon à savoir, c'est des choses qu'on ne connaît pas puisqu'on est souvent derrière nos écrans ou alors en tant que juste consommateur et spectateur. Ça existe. Ça serait mentir que de dire que ça n'existe pas. Ou ça a Moi, existé à certains moments. je pense Mais que tout existe et oui, ça évidemment. existe des deux côtés, hein. Côté détenteur de droit comme côté annonceur. Je pense que ça n'étonne pas grand monde, hein. Du coup, moi, la question, parce que le sujet, c'était les nouvelles pratiques du sponsoring. Donc, ma question, elle va être simple. C'est, selon vous, qui êtes expert dans ce domaine-là, quelles sont les nouvelles pratiques du sponsoring, ou du moins celles qui émergent actuellement? Alors, qu'est-ce qu'on appelle nouvelle pratique du sponsoring et de quel côté on se situe? Est-ce qu'on se situe du côté du détenteur de droit, de celui qui cherche des sponsors, ou est-ce qu'on se situe du côté des annonceurs qui cherchent des nouvelles opérations? Alors, côté du sponsor, la nouvelle pratique qui a une ascension verticale, c'est le e-sport. Le e-sport. Mais en fait, le e-sport, il fonctionne exactement comme le sport. Et justement, c'est ça son marketing, c'est qu'on crée des équipes, il y a des partenaires d'équipes qui ont de la visibilité, on crée des événements qui sont retransmis dans des enceintes, et il y a un public qui vient avec des supporters, il y a des retransmissions qui se font sur des sites, des chaînes, etc., qui retransmettent ce genre de choses. Et on s'aperçoit que le e-sport pratiqués par des gens qui n'ont rien d'athlétique sur le plan physique, qui ont souvent un peu de gras, qui sont un petit peu replets sur le plan de l'apparence, s'avère être exactement mettre en place des partenariats. Donc aujourd'hui, je cherchais mes mots pour dire, est-ce qu'on dit athlète, sportif, les candidats au e-sport, les pratiquants Les de joueurs. e-sport, les joueurs de e-sport ont des notoriétés, pour ceux qui les connaissent, pour ceux qui le suivent, aussi importantes que des sportifs de haut niveau. Et la mécanique est exactement la même. Et donc, ce sont des opportunités de marché pour les marques, de se représenter. Ce sont des opportunités pour les marques de montrer qu'elles sont à l'écoute des jeunes et des tendances actuelles. Et l'idée d'une marque, c'est toujours de se rendre désirable, de montrer qu'elle est en adéquation avec son époque, qu'elle fonctionne avec son temps. Et plus tôt elle séduit le consommateur, plus tôt elle a des chances de le capter et d'être préférée par lui. Donc, tout secteur confondu, petit à petit, le e-sport capte l'intérêt de toutes les marques, et c'est un sport en développement vertical qui nécessite, moi je n'ai aucune expérience dans le domaine du e-sport, j'en suis un observateur attentif parce que j'aime regarder ce qui s'y passe et il faut toujours regarder un petit peu ce qui s'y fait, et si je devais être un jour sollicité dessus, il faudrait que je puisse potentiellement pouvoir poser les bonnes questions et avoir les bons conseils. Donc, pour moi, ça, c'est la grosse évolution pour les annonceurs. Il y a évidemment tout ce qui relève du monde du digital et d'Internet avec toute la communication qui est faite, avec la réserve près, c'est qu'il faut être très attentif à l'univers digital. C'est qu'en fait, le digital est un outil qui doit rentrer
à part entière dans la stratégie de com et dans l'activation des partenariats sportifs, mais le digital, en aucun cas, ne peut suffire à lui-même et ne peut être un élément exclusif pour réaliser une campagne d'activation dans le cadre de partenariats sportifs. Donc, le digital, et ce sont des moyens supplémentaires, c'est l'évolution où la presse papier est en train de décliner par rapport à l'univers du digital. Ça a toutes ces particularités. Et je serais tenté de dire que cet univers-là, pour générer un trafic, pour générer de la légitimité, oblige l'annonceur à être très attentif à la qualité et à la pertinence du contenu qu'il délivre. J'entends par là que vous êtes partenaire d'un sport, prenons le football, vous êtes partenaire important ou d'un événement ou d'un championnat, d'une coupe ou peut-être d'une équipe. Si sur votre site internet, on ne fait que retrouver les résultats du match de la veille, vous n'apportez aucun événement et vous relayez ce qui n'est pas votre métier. Ce qui est votre métier, c'est de faire votre activité et ce n'est pas de relayer du résultat sportif. Le résultat sportif, on le trouve dans des journaux ou sur des sites spécialisés et généralistes ou spécialistes de l'univers du football. En revanche, ce qu'on va attendre de vous, et si vous voulez générer de la visibilité, c'est que vous profitiez de votre statut de partenaire d'un club pour délivrer de l'information, mettre en situation potentiellement les joueurs avec vos produits, mettre en avant vos produits ou montrer une visite d'usine et de vos organismes ou un essai de vos produits par le biais d'une équipe. C'est d'imaginer des scénarios, bien entendu en accord et en relation avec le club et avec les joueurs auxquels vous avez des droits et des contraintes qui sont générés par votre contrat, générer des interviews, des échanges, aller voir les personnalités, créer du contenu qui ait du sens, qui génère de la passion, qui attire la curiosité. Et là, vous allez avoir de l'intérêt, que le public va avoir un intérêt pour votre marque si vous savez capter, si votre marque a une certaine légitimité et si vous délivrez du contenu intelligent, pertinent et qui intéresse là, ça va avoir du sens. Mais donc, le challenge, il est là pour l'annonceur. Ok. Côté détenteur de droit, le sponsoring, l'objectif, c'est de séduire et il vous aura certainement pas échappé qu'aujourd'hui, l'événement sportif, comme je disais tout à l'heure, on va vers des statuts de marque, mais dépasse très largement son rôle d'organisateur de rencontres de sport. C'est-à-dire qu'on va on va assister à un match, on va assister à une rencontre, il y a une avant-rencontre, il y a des mi-temps qui sont marketés, il y a un après-match qui est marketé, il y a un parvis qui est équipé pour promouvoir, créer des animations, des tests, de la vente additionnelle, tout un tas de choses. Aujourd'hui, le marketing événementiel, il s'élargit considérablement et il fait rentrer aussi des activités, donc avec des concerts, avec tout un tas de choses qui vont bien au-delà. Ils font rentrer le domaine de l'art au sens effectivement musical, mais ça peut être artistique, exposition, exhibition, etc., etc., etc. Donc, c'est ça les nouvelles tendances et les nouvelles pratiques du sponsoring. Oui, c'est comment, en gros, capitaliser sur le développement de la fan expérience qui est en Ouais. train de devenir vraiment l'essence même de l'événement sportif. C'est au-delà du Et sport, ouais, dans voilà, tous les c'est sens. vraiment une expérience de vie du moment où on arrive sur le lieu jusqu'à ce qu'on parte. Ouais. Et du coup, on veut capitaliser sur cette fun expérience. C'est le sport, mais beaucoup plus que le sport. Et donc, ça rayonne sur tout un tas d'idées et de concepts. Et c'est en ça qu'on crée de l'exclusivité, qu'on crée de l'originalité, qu'on crée de la créativité et qui peut potentiellement donc créer des événements comme ça. Ça donne de la légitimité à des marques, ça leur donne des idées pour pouvoir s'intégrer dans un événement sportif et être reconnu comme tel au sein d'un événement. D'accord. Bon, moi, c'est très clair en tout cas. Pour conclure,
vous qui êtes rentré sur le marché du travail d'une manière un peu atypique en étant directement votre, propre patron et qui avait une carrière, très enrichissante et très intéressante, quels seraient les conseils que vous donneriez à nos étudiants pour exceller, dans le milieu du sport? Que ce soit dans le sponsoring ou non, mais de manière générale, même enfin, au niveau professionnel. Euh, sur potentiellement de suivre peut-être les conseils que je me suis donné à moi-même et qui m'ont guidé. La passion, mais pas une passion, ça que j'ai eu la passion du sport, mais j'ai surtout jamais voulu avoir la passion du supporter. C'est-à-dire que quand vous êtes passionné par un sport, il n'y a aucune structure sportive qui soit intéressée à engager des supporters qui soient des inconditionnels. Donc, il est toujours très dangereux de vouloir essayer de rentrer dans un club dont on est éperdument passionné. On y perd toute forme de lucidité et on y perd toute forme de professionnalisme. Donc, gardez toujours la facette du professionnel. Croire en ses rêves, parce qu'en fait, la vie est trop courte et quand vous avez comme moi la possibilité d'exercer votre métier que vous avez choisi et adoré et que vous l'exercez en plus dans votre passion, je pense que c'est difficile à égaler en termes d'épanouissement personnel et de plaisir. Ça, c'est un point. Et puis le dernier point que je me suis donné et qui n'est pas toujours facile à réaliser, ne jamais copier, toujours innover. Parce que quand vous avez des leaders, ils le sont pour une raison très simple, c'est que eux ont innové et que si vous copiez un leader, vous serez toujours un suiveur. Et quand on est un suiveur, on n'est jamais un leader. Donc moi, mon ambition, c'était d'être leader dans mon marché, leader dans mon univers et de placer mes clients comme des leaders et pas comme des suiveurs. Donc, je ne me suis jamais inspiré des autres. Alors, je me suis inspiré des choses, mais je n'ai Ouais, jamais copié copier. personne. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre s'inspirer et copier. En revanche, j'ai été copié. Mais c'est ce que je disais à mes clients quand ils disaient mais qu'est-ce qu'on fait, machin, etc. Ben, c'est la preuve qu'on est sur la bonne voie. Et les gens c'est toujours très agaçant, mais Évidemment. ben, ça veut dire qu'il faut se réinventer en permanence et qu'il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a fait et toujours innover. Et donc, ouvrez les yeux grands. Moi, mon outil de travail, c'est pas ma tête et mon cerveau, ce sont mes yeux qui ont vu des choses que personne ne voyait et que j'ai proposées. Et j'ai toujours cette chance de découvrir et de voir des choses que les autres ne voient pas en premier. Et puis après, bah, voilà, je révèle, j'exploite, je fais, puis c'est quelquefois copié, et puis voilà. OK. Donc, servez-vous de vos sens. Les yeux sont très précieux. Ne copiez pas les autres, croyez en vos rêves et soyez imaginatifs et vous allez déplacer des montagnes. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup pour ces belles paroles. Merci Ouais. pour votre temps. Je pense qu'on a appris pas mal de choses, c'était très intéressant et puis, personnellement, je serais ravi d'échanger avec vous, plus tard, un jour. Donc, en tout cas, merci d'avoir, participé à cette conférence. Merci aux étudiants d'avoir assisté et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part et on échangera avec, monsieur Tremblot, j'imagine avec plaisir. Avec plaisir, tout à fait. OK. Merci beaucoup, bah, bonne Merci à soirée vous. et à Bonne très bientôt. soirée. Au Bonne revoir. soirée à tous. Au revoir.